Octobre 1944. Poche de Brekens, Pays-Bas. Le vent de la mer du Nord hurlait à travers la côte néerlandaise plate, portant l'odeur du sel et de la poudre à canon. Le major Jack Morrison se tenait dans une tranchée boueuse, fixant la forteresse de béton à 200 mètres de distance. La pluie martelait son casque et coulait le long de son cou en ruisseaux froids. Derrière lui, 34 croix de bois se dressaient en rangées nettes, marquant des tombes fraîches. 34 soldats canadiens morts en 3 jours en essayant de prendre cette seule forteresse. 34 familles au pays qui recevraient des télégrammes disant que leurs fils et maris ne reviendraient jamais. La forteresse s'élevait du mur de mer comme une dent géante faite de béton gris. 12 pieds de murs renforcés l'entouraient de tous côtés. Des ingénieurs nazis l'avaient construite en 1942 dans le cadre des défenses du mur de l'Atlantique. De petites fenêtres découpées dans le béton permettaient aux mitrailleuses allemandes de balayer chaque approche. À l'intérieur de ces murs, le major Klaus Richter commandait 180 soldats de la Wehrmacht. Ils avaient assez de nourriture pour 6 semaines. Ils avaient des munitions empilées du sol au plafond. Ils avaient 3 pièces d'artillerie qui pouvaient atteindre des navires à 15 000 de distance. Et le major Richter avait envoyé un message aux Canadiens il y a 3 jours qui rendait sa position absolument claire. Un lieutenant canadien avait marché jusqu'à la forteresse sous un drapeau blanc portant une lettre. La lettre était simple. « Rendez-vous maintenant et vos hommes seront bien traités comme prisonniers de guerre. Combattez et nous vous détruirons. » 1 heure plus tard, la réponse allemande revint écrite en anglais parfait sur du papier coûteux. Les mots du major Richter étaient froids et directs. Je suis un officier allemand. Je ne négocie pas avec des libérateurs qui sont des envahisseurs. Mes hommes se battront jusqu'à la dernière balle. Vous pouvez gaspiller vos soldats en essayant de prendre cette forteresse. Nous serons toujours là quand vous abandonnerez et partirez. Cette seule forteresse arrêtait tout l'effort de guerre allié. À 30 000 se trouvait le port d'Anvers. Anvers était le 2e plus grand port d'Europe. Par ce port, les Alliés pouvaient apporter 4 000 tonnes de fournitures chaque jour. Du carburant pour les chars, des munitions pour l'artillerie, de la nourriture pour les soldats, des médicaments pour les hôpitaux de campagne, tout ce dont les armées avaient besoin pour pousser en Allemagne et mettre fin à la guerre. Mais aucune de ces fournitures ne pouvait atteindre Anvers. Tant que le major Richter contrôlait l'estuaire de l'Escaut, ses canons d'artillerie commandaient la voie maritime. Tout navire allié essayant de passer serait pulvérisé. Les Allemands le savaient. Richter le savait. Et cette connaissance le rendait confiant qu'il pourrait tenir sa forteresse pour toujours. Les commandants alliés avaient tout jeté sur le problème. Des destroyers britanniques naviguaient près du rivage et tiraient 500 obus sur les murs de béton. Les obus explosaient en énormes fontaines de feu et de fumée. Quand la fumée se dissipait, les murs ne montraient aucun dommage. Le béton était trop épais. Les obus rebondissaient simplement ou explosaient sans danger sur la surface. Des généraux américains voulaient utiliser des bombardiers lourds pour larguer des bombes de 1000 livres sur la forteresse. Mais des familles civiles néerlandaises vivaient encore dans des maisons à 30 mètres de distance. Le bombardement tuerait des innocents. Les commandants refusèrent de donner cet ordre. Alors les Canadiens tentèrent des assauts d'infanterie. La première attaque vint à l'aube il y a 2 jours. 80 hommes chargèrent à travers le terrain découvert vers la forteresse. Les mitrailleuses allemandes ouvrirent le feu quand les Canadiens étaient à 150 mètres. 23 hommes moururent dans les 90 premières secondes. 19 autres tombèrent blessés. Les survivants rampèrent jusqu'aux tranchées, traînant leurs amis blessés. La deuxième attaque vint cet après-midi-là, avec des grenades fumigènes et des tirs de couverture. 60 Canadiens avancèrent à travers la fumée. Les Allemands attendirent silencieusement jusqu'à ce que les Canadiens soient à 50 pieds. Puis ils ouvrirent le feu en utilisant le son des pas pour viser à travers la fumée. 24 autres Canadiens tombèrent. La troisième attaque vint le lendemain matin avec des tactiques différentes et plus de soutien d'artillerie. Le résultat fut le même. Plus de croix de bois, plus de lettres à écrire aux familles, plus d'échecs. Un amiral britannique visita les positions canadiennes ce matin pluvieux. Il portait un uniforme propre et des bottes brillantes qui n'avaient jamais vu de boue. Il pointa la forteresse avec sa canne et parla avec une certitude absolue. « Nous continuerons le bombardement naval, dit-il. De plus gros canons arrivent. Nous les pilonnerons jour et nuit jusqu'à ce que le béton se fissure. » Un général américain se tenait à côté de lui, hochant la tête. « Perte acceptable, dit l'Américain. Envoyez une autre vague d'infanterie avec un meilleur soutien. Finalement, leurs défenses céderont. » Les officiers canadiens écoutèrent ces conseils et se sentirent malades dans leurs estomacs. Plus de bombardements avaient échoué 500 fois déjà. Plus de soldats chargeant à travers un terrain découvert,
signifierait simplement plus de tombes. Mais les tempêtes d'hiver arrivaient. Dans 48 heures, le mauvais temps rendrait toute opération navale impossible. S'il ne prenait pas la forteresse avant l'arrivée des tempêtes, il devrait attendre jusqu'au printemps. Chaque jour de retard signifiait 4000 tonnes de fournitures coincées dans des entrepôts au lieu d'atteindre les lignes de front. Le major Jack Morrison étudia la carte étalée sur une caisse de munitions en bois et ne dit rien pendant la réunion. Il avait 29 ans, avec une peau tannée et des mains fortes marquées par des années de travail dur. Avant la guerre, Morrison avait été pêcheur en haute mer à Terre-Neuve. Il connaissait les bateaux et les filets et les humeurs de l'océan. Il comprenait comment lire le temps dans la couleur des nuages et l'odeur du vent. Quand les embâcles de glace bloquaient les ports de pêche en hiver, Morrison était l'homme que les villages appelaient. Il perçait des trous précis dans la glace et plaçait des charges de dynamite aux endroits exactement appropriés. Une explosion briserait l'embâcle et la glace s'écoulerait vers la mer avec le courant. L'armée canadienne fit de lui un ingénieur de combat parce qu'il était un expert en explosifs et qu'il ne paniquait jamais sous pression. Maintenant, Morrison ignora les généraux qui se disputaient à propos de l'artillerie et regarda quelque chose qu'ils avaient complètement négligé. Les tables des marées. L'estuaire de l'Escaut avait les deuxièmes plus hautes marées de toute l'Europe. À marée haute, l'eau montait de 23 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer. À marée basse, l'eau descendait de 22 pieds sous le niveau moyen. 45 pieds de différence totale entre marée haute et marée basse 2 fois par jour. Morrison étudia les plans de la forteresse qui avait été capturée à un officier du génie allemand. La forteresse était assise directement au sommet du mur de mer, pas derrière lui, pas enfouie dans la terre, juste au sommet du mur lui-même. La fondation était construite au niveau moyen de la mer, 0 pied d'élévation. Morrison pouvait voir des pompes de drainage marquées sur les plans. Elles étaient conçues pour gérer les précipitations normales et les marées normales. Mais que se passerait-il si l'eau n'était pas normale ? Morrison fixa la mer du Nord grise s'étendant jusqu'à l'horizon. Il pensa aux poissons nageant à travers les courants et les marées. Les poissons ne combattaient jamais l'océan. Ils utilisaient la puissance de l'eau pour se déplacer où ils voulaient aller. Ils laissaient le courant les porter. Morrison avait passé 15 ans sur des bateaux de pêche à apprendre cette même leçon. On ne combat pas la mer, on travaille avec elle. Il regarda de nouveau les tables des marées, puis le mur de mer, puis la forteresse. Son doigt traça le chemin que l'eau prendrait si le mur de mer était percé au bon endroit, au bon moment. Et pour la première fois en 3 jours, le major Jack Morrison sourit. Il se murmura à lui-même sous la pluie froide. Les poissons ne combattent pas le courant. Ils l'utilisent, et je sais exactement comment l'utiliser. Morrison demanda une réunion urgente avec son équipe d'ingénieurs cet après-midi-là. 6 hommes se rassemblèrent dans une tente de ravitaillement à l'abri de la pluie. Morrison étala ses cartes et tables des marées sur une table faite de caisses de munitions empilées. Les ingénieurs se pressèrent autour en regardant les papiers couverts de notes manuscrites et de calculs de Morrison. Morrison pointa un endroit sur la carte à 200 mètres à l'ouest de la forteresse. « Ici », dit-il. « Le bombardement naval britannique il y a 3 semaines a endommagé cette section du mur de mer. Je l'ai vu à travers des jumelles. Le béton est fissuré et brisé. C'est notre point faible. » Un jeune lieutenant nommé Davis se pencha plus près pour étudier la carte. « À quoi pensez-vous, monsieur ?» Morrison traça son doigt de la section du mur endommagée à la forteresse. « Si nous perçons le mur ici, à marée basse, la mer du Nord se déversera par la brèche. L'eau se répandra sur toute cette zone. Quand la marée haute viendra 6 heures plus tard, des millions de gallons inonderont le sous-sol de la forteresse et les niveaux inférieurs. Leurs munitions seront sous l'eau. Leurs fournitures seront ruinées. Ils seront debout dans 6 pieds d'eau de mer, sans moyen de la pomper assez vite. » Davis fixa la carte en essayant de comprendre. « Vous voulez les noyer ?» Morrison secoua la tête. « Je veux rendre leur forteresse inhabitable. Je veux leur donner un choix entre se rendre ou se noyer. Ils choisiront de se rendre. » Un sergent nommé Mackenzie posa la question pratique. « Combien d'explosifs avons-nous besoin pour faire un trou dans ce mur ?» Morrison avait déjà fait les mathématiques sur papier. La section endommagée fait 30 pieds de large et le mur fait 8 pieds d'épaisseur. À cet endroit, nous avons besoin de 400 livres d'explosifs placés profondément dans les fissures. Des charges creuses pour diriger l'explosion vers l'intérieur, vers le côté terre. Nous détonons au moment exact de la marée basse, quand la pression de l'eau est à son minimum. Le mur explosera et la mer fera le reste de notre travail pour nous. Mackenzie laissa échapper un sifflement bas.
400 livres, c'est beaucoup d'explosifs, monsieur. Où obtenons-nous autant? Morrison sourit. Nous l'empruntons. 10 livres de cette compagnie du génie, 20 d'une autre, 15 d'une autre. Personne ne remarquera jusqu'à ce que nous ayons fini, et d'ici là, cela n'aura pas d'importance. Mais d'abord, Morrison devait confirmer que son plan fonctionnerait réellement. Cette nuit-là, il choisit 6 ingénieurs qui étaient de bons nageurs. Ils mirent des vêtements sombres et noircirent leur visage avec de la boue. La lune était cachée derrière d'épais nuages. Condition parfaite pour un travail invisible. À 11 heures, ils se glissèrent dans la mer du Nord glacée et nagèrent vers la section endommagée du mur. L'eau semblait comme des couteaux de glace poignardant la peau de Morrison. Sa respiration venait en courts halètements. La marée descendait. Dans 3 heures, elle atteindrait son point le plus bas de la journée. Les 6 hommes atteignirent le mur de mer et grimpèrent sur les rochers et le béton exposé. Les bernacles coupèrent leurs mains. Les algues rendaient la surface glissante et traîtresse. Morrison sortit une petite lampe de poche de sa pochette étanche et la protégea avec sa main. Il examina les fissures dans le mur de béton. Les dommages étaient encore meilleurs qu'il ne l'avait espéré. Les obus britanniques avaient fracturé le mur profondément dans sa structure. Il pouvait pousser tout son poing dans certaines des brèches. Ces fissures seraient des endroits parfaits pour nicher des charges explosives. Morrison sortit un mètre ruban en tissu et prit des mesures soigneuses. La section endommagée faisait 32 pieds de large. L'épaisseur du mur à cet endroit était de 8 pieds. La fondation s'étendait 12 pieds sous le niveau actuel de l'eau. Il nota tout sur du papier imperméable avec un crayon gras. Les autres ingénieurs explorèrent le mur dans les 2 directions sur 200 mètres. Ils trouvèrent la meilleure route pour approcher sans être vus par les sentinelles allemandes. Ils identifièrent des endroits où ils seraient cachés par les ombres et les rochers. Après 90 minutes de travail froid, ils glissèrent de nouveau dans l'eau noire et nagèrent vers le rivage. Tout le corps de Morrison tremblait de froid. Ses dents claquaient si fort qu'il se mordit la langue. Mais il avait les informations dont il avait besoin. Le plan fonctionnerait. Le lendemain matin, Morrison présenta son plan au commandement allié. La réunion eut lieu dans une ferme qui sentait la laine mouillée et la fumée de tabac. L'amiral britannique se tenait les bras croisés sur la poitrine. Son visage devint rouge alors que Morrison expliquait l'opération d'inondation. « Vous voulez inonder une ville néerlandaise » cria-t-il. « Absolument inacceptable. Nous ne pouvons pas détruire la propriété civile. » Morrison garda sa voix calme et respectueuse. « Monsieur, le gouvernement néerlandais a évacué tous les civils de cette zone il y a 2 semaines. La ville est complètement vide. Les bâtiments sont déjà détruits par les tirs d'artillerie. Nous n'inonderions pas la maison de quelqu'un. Nous inonderions un champ de bataille abandonné. » Le général américain interrompit avec sa propre objection. « Et si ce stratagème échoue? Et si vous faites exploser le mur et que l'eau n'atteint pas la forteresse? Alors quoi ?» Morrison s'était préparé à cette question. « Alors nous sommes exactement dans la même position où nous sommes maintenant, monsieur. La forteresse tient toujours et nous essayons une approche différente. Mais si le plan réussit, nous prenons cette position sans perdre un soldat de plus. » L'amiral britannique secoua fermement la tête. « C'est de la folie. La doctrine militaire appropriée dit que nous continuons le bombardement. Nous amenons des canons navals plus lourds. Nous les pilonnons jusqu'à ce qu'ils cèdent. » Le général américain hocha la tête en signe d'accord. « Nous devrions lancer un autre assaut d'infanterie avec une meilleure préparation d'artillerie. C'est ainsi que les guerres sont gagnées, par une puissance de feu supérieure et de la détermination. » Morrison sentit la frustration monter dans sa poitrine, mais il garda son visage neutre et professionnel. La soi-disant bonne méthode avait déjà tué 34 de ses amis. La bonne méthode échouait. Mais Morrison n'était qu'un major. Ses hommes étaient un amiral et un général. Il ne pouvait pas les forcer à écouter un pêcheur de Terre-Neuve qui pensait en savoir plus que des commandants militaires professionnels. Puis une voix parla depuis l'embrasure de la porte. « Je pense que le plan du major est excellent. » Tout le monde dans la pièce se tourna pour regarder. Le lieutenant-général Guy Simons entra dans la ferme. Il commandait tout le 2e corps canadien. Il était l'officier canadien le plus haut gradé aux Pays-Bas. Simons regarda directement l'amiral britannique et le général américain avec des yeux gris froids. « Les Britanniques veulent continuer à bombarder, » dit Simons calmement. « Les Américains veulent continuer à faire charger des hommes à travers un terrain découvert. Je veux que mes soldats rentrent chez eux vivants auprès de leurs familles. » Il se tourna pour faire face à Morrison. « Major, vous avez 24 heures pour que cela fonctionne. Utilisez toutes les ressources dont vous avez besoin. Je m'occuperai de quiconque s'y oppose. »
Morrison et son équipe d'ingénieurs travaillèrent toute la nuit à rassembler des fournitures. Ils visitèrent 3 compagnies du génie canadiennes différentes, réparties sur 5000 de positions de première ligne. 10 livres d'explosifs d'une unité, 15 livres d'une autre, 25 livres d'une 3e unité. Les ingénieurs qui cédèrent leurs explosifs ne posèrent aucune question. Ils comprenaient que les ingénieurs s'entraidaient. À l'aube, Morrison avait 400 livres d'explosifs divers assemblés dans une grange. Maintenant venait la partie délicate. Les charges devaient rester complètement sèches, même lorsqu'elles étaient placées sous l'eau à la base du mur. Morrison et ses hommes enveloppèrent chaque paquet d'explosifs dans des bâches en toile caoutchoutée, qui étaient normalement utilisées pour couvrir les véhicules militaires. Ils scellèrent chaque bord avec du ruban imperméable. Morrison équipa les détonateurs en utilisant des fusées d'artillerie modifiées connectées à un mécanisme de montre étanche. Si le détonateur principal échouait d'une manière ou d'une autre, des fusées de secours se déclencheraient automatiquement 15 minutes plus tard. Rien ne pouvait être laissé au hasard. Trop de vie dépendait du fait que cela fonctionne parfaitement. Pour le transport vers le mur de mer, Morrison contacta la résistance néerlandaise par l'intermédiaire d'officiers du renseignement canadien. La résistance fournit un bateau de pêche avec un moteur silencieux qui n'alerterait pas les sentinelles allemandes. Morrison connaissait intimement les bateaux. Il avait passé 15 ans sur des navires de pêche dans les eaux dangereuses de l'Atlantique Nord au large de Terre-Neuve. Il comprenait les courants et les marées et comment naviguer dans l'obscurité complète en utilisant seulement la sensation du vent et le son des vagues. Le bateau fut chargé soigneusement avec les explosifs imperméabilisés. Morrison vérifia les tables des marées une dernière fois. La marée basse se produirait exactement à 3h47 du matin, le 28 octobre. Son équipe aurait une fenêtre de seulement 20 minutes. 20 minutes pour atteindre le mur. 20 minutes pour placer 400 livres d'explosifs dans les fissures. 20 minutes pour câbler tous les détonateurs correctement. 20 minutes pour revenir en sécurité avant que la marée ne tourne et que l'eau ne commence à monter à nouveau. Morrison regarda sa montre, puis ses 6 ingénieurs. Leurs visages étaient sombres mais déterminés. Ils montèrent dans le bateau de pêche alors que le soleil se couchait sur la mer du Nord froide et grise. Le moteur démarra avec un grondement silencieux. Morrison dirigea le bateau vers l'obscurité et le mur de mer qui attendait. Petite pause ici. Il y a quelques années, mon père a commencé à avoir de sérieux problèmes de dos juste en restant assis à regarder la télévision. C'est aussi un passionné d'histoire. C'est probablement de lui que je tiens ça. J'aurais aimé connaître quelque chose comme le coussin relax à l'époque. Il est conçu spécifiquement pour de longues périodes assises et aide avec les douleurs de dos, de hanches et de coccyx. Donc, si vous ou quelqu'un qui vous est cher souffrez de ce genre d'inconfort, jetez-y un œil via le premier lien dans la description. Prenez soin de vous. Maintenant, retour à la vidéo. Le bateau de pêche fendait l'eau noire en silence complet. Morrison se tenait à la barre, fixant par instinct et mémoire. Pas de lumière, pas de bruit de moteur plus fort qu'un murmure. La mer du Nord s'étendait autour d'eux comme une obscurité liquide. Morrison vérifia sa montre étanche. 3h15 du matin. 32 minutes jusqu'à la marée basse. 32 minutes jusqu'au moment où tout devait être parfait. La section endommagée du mur de mer apparut devant comme une ombre plus sombre contre le ciel nocturne. Morrison guida le bateau près et ses ingénieurs sautèrent sur les rochers glissants. Ils travaillèrent en silence total, passant les paquets d'explosifs imperméabilisés de main en main. Chaque homme connaissait son travail. Ils avaient pratiqué les mouvements 20 fois sur Terre. Maintenant, ils exécutaient le plan dans l'obscurité glaciale avec des doigts engourdis et des cœurs battants. Morrison grimpa sur le mur et trouva la plus grande fissure. Il poussa un paquet de 40 livres d'explosifs profondément dans la brèche. Les bords de béton écorchèrent ses jointures à vif. Il ne remarqua pas la douleur. Le lieutenant Davis travaillait à 3 pieds de distance, plaçant une autre charge. Le sergent Mackenzie coinça des explosifs dans une fissure verticale qui descendait de 8 pieds dans la fondation du mur. 18 minutes jusqu'à la marée basse. Morrison connecta les fils du détonateur avec des doigts qui avaient à peine encore de la sensation. Le mécanisme de montre étanche tic-taquait doucement dans ses mains. Il le régla pour 3h47 exactement. S'il le réglait mal, ne serait-ce que d'1 minute, le plan pourrait échouer. Trop tôt, et la pression de l'eau serait trop élevée. Trop tard, et la marée montante pousserait déjà contre la brèche. Les mains de Morrison bougeaient avec la précision soigneuse de 15 ans à nouer des filets de pêche dans les tempêtes. Chaque connexion devait être parfaite. Chaque fil devait être sécurisé.
Mackenzie finit de placer le dernier paquet d'explosifs et fit un signe de pouce levé à Morrison dans l'obscurité. 11 minutes jusqu'à la marée basse. Les ingénieurs se précipitèrent de nouveau dans le bateau de pêche. Morrison fit une dernière vérification des connexions du détonateur. Tout semblait correct. Il sauta dans le bateau et se poussa du mur. Le moteur silencieux les porta à 800 mètres de distance, vers une position derrière un affleurement rocheux. Ils seraient en sécurité là de l'explosion et de la montée initiale de l'eau. Morrison et ses hommes s'accroupirent dans le bateau et attendirent. Le vent se leva portant des embruns qui piquaient leur visage. La mer du Nord faisait de petits bruits de claquements contre la coque du bateau. Morrison regarda sa montre. 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes. Son cœur martelait dans sa poitrine. 2 minutes, 1 minute. Il murmura une prière pour lui-même. À exactement 3h47 du matin le 28 octobre 1944, 400 livres d'explosifs détonèrent à l'intérieur du mur de mer. Le son n'était pas un bang sec comme l'artillerie, c'était un grondement profond qui venait de l'intérieur de la terre elle-même. Morrison sentit l'onde de choc rouler à travers l'eau et secouer le bateau. Le mur de mer éclata en une fontaine de morceaux de béton et d'embrun blanc. Des morceaux de mur brisés volèrent à 50 pieds dans les airs et retombèrent sur 100 mètres d'océan. Quand les embruns se dissipèrent, Morrison put voir une brèche de 30 pieds de large, là où du béton solide s'était tenu quelques instants auparavant. Pendant une seconde, rien ne se passa. Puis la mer du Nord réalisa qu'il y avait une ouverture et se déversa avec la force d'une avalanche faite d'eau. Le son était comme les chutes du Niagara compressées dans 30 pieds de largeur. 190 000 gallons d'eau de mer se déversaient à travers la brèche chaque minute. Le flux créait un courant si puissant que poissons et débris tournoyaient en cercle sur les bords. Morrison observait le mur blanc d'eau, déferler sur le sol plat en direction de la forteresse située à 200 yards. L'eau s'étalait et ralentissait en traversant la distance, mais elle continuait d'avancer. La mer du Nord avait trouvé un nouveau chemin, et rien ne pouvait l'arrêter désormais. Morrison consulta sa montre à nouveau. La marée haute arriverait à 9h47, dans 6 heures. La forteresse avait 6 heures avant que les véritables inondations ne commencent. Morrison et ses hommes retournèrent aux lignes canadiennes et rapportèrent leur succès au général Simons. Puis Morrison se positionna dans un poste d'observation avec de puissantes jumelles. Il devait voir si son plan fonctionnait réellement ou s'il venait simplement de gaspiller 400 livres d'explosifs dans un échec élaboré. Les heures passèrent lentement. Morrison observait l'eau progresser sur le champ de bataille. Au début, ce n'était qu'une mince nappe s'étendant sur la boue et les rochers. Puis, elle commença à s'accumuler dans les points bas. À 8 heures du matin, l'eau atteignait 1 pied de profondeur sur une zone de 100 yards autour de la forteresse. À 9 heures du matin, elle atteignait 2 pieds de profondeur et montait plus rapidement à mesure que la marée arrivait. À l'intérieur de la forteresse, le major Richter réalisa que quelque chose n'allait terriblement pas. L'eau s'infiltrait par les drains du sous-sol. Au début, ses hommes tentèrent de la pomper en utilisant le système de drainage de la forteresse. Les pompes étaient conçues pour traiter 5000 gallons par heure, mais l'eau arrivait à 50 000 gallons par minute. Les pompes ne pouvaient pas suivre. Elles s'étouffèrent et crachotèrent, puis cessèrent complètement de fonctionner. Richter ordonna à ses hommes de barricader les portes intérieures avec des sacs de sable pour empêcher l'eau de se répandre dans la forteresse. Mais la pression de l'eau ne se soucie pas des sacs de sable. L'eau se fraya un passage à travers les interstices et les fissures avec une force implacable. À 9h30 du matin, l'eau de mer atteignit la salle principale de stockage des munitions dans le sous-sol de la forteresse. 18 pieds d'eau remplirent la pièce en 20 minutes. Obus d'artillerie et munitions de fusils flottèrent puis coulèrent. L'eau salée se déversa dans les caisses en bois et les boîtes en carton. Chaque explosif et chaque balle en réserve étaient désormais inutiles. Même si les Allemands pouvaient les sécher plus tard, l'eau salée avait déjà ruiné la poudre à canon. La forteresse venait de perdre toutes ses réserves de munitions. Richter tenta de demander de l'aide par radio au commandement allemand, mais la salle radio était inondée. L'équipement produisit des étincelles et mourut. Sa dernière transmission fut coupée au milieu d'une phrase. Les Canadiens ont transformé la mer elle-même en arme. Nous sommes noyés dans notre propre forteresse. Ce n'est pas la guerre, c'est... La transmission se termina. Morrison écouta l'enregistrement plus tard et entendit la panique dans la voix de Richter. À 9h47, la marée haute arriva. Le niveau de l'eau monta dramatiquement.
Morrison observa à travers ses jumelles la forteresse disparaître derrière un rideau d'embrun et de vagues. Quand la visibilité se dégagea, l'eau entourait toute la structure. Elle se déversait par les portes d'entrée principales. Elle inondait les conduits de ventilation. Elle montait le long des murs extérieurs comme si la forteresse s'enfonçait dans l'océan. À l'intérieur, les soldats allemands abandonnèrent les niveaux inférieurs et montèrent les escaliers vers les étages supérieurs. Mais l'eau continuait de monter. 6 pieds de profondeur dans certains couloirs, 4 pieds de profondeur dans la salle de commandement principale. À 10h15 du matin, Morrison aperçut du mouvement sur le toit de la forteresse. Des soldats allemands sortaient par une trappe sur le toit. Ils se tenaient sur le béton mouillé, regardant l'eau recouvrir leur forteresse. D'autres soldats apparurent, puis d'autres encore. En 5 minutes, 80 soldats allemands se tenaient sur le toit. À 10h30, un drapeau blanc apparut, un drap de lit attaché à une antenne radio cassée. Le tissu blanc claquait et flottait dans le vent. Morrison sentit le soulagement l'envahir tout entier. Cela avait fonctionné. Le plan avait réellement fonctionné. À 10h45, la porte principale de la forteresse s'ouvrit. Les soldats allemands commencèrent à sortir en pataugeant dans l'eau jusqu'à la poitrine. Leurs mains étaient levées au-dessus de leur tête. Leurs uniformes étaient trempés. Leurs visages montraient choc et confusion. Ils s'attendaient à combattre balles et bombes. Au lieu de cela, ils avaient été vaincus par l'océan lui-même. 180 soldats allemands se rendirent par groupes de 10 et 20. Ils pataugèrent dans l'eau vers les lignes canadiennes. Certains d'entre eux pleuraient, certains semblaient en colère. La plupart avaient simplement l'air épuisés et battus. Le major Klaus Richter émergea en dernier à 11h. Il pataugea dans l'eau, portant toujours sa casquette d'officier. L'eau dégoulinait de son uniforme. Il ne portait rien d'autre que sa dignité. Un officier canadien le rencontra et accepta sa reddition formelle. Richter regarda sa forteresse assise dans 6 pieds d'eau de mer. Sa voix était calme quand il parla en anglais. « Vous ne nous avez pas combattus avec des armes. Vous nous avez combattus avec la mer. Je suis soldat depuis 20 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. » L'officier canadien hocha la tête. « La guerre change, monsieur. Nous nous adaptons ou nous mourrons. » Richter remit son pistolet et devint prisonnier de guerre. Morrison se tenait dans le poste d'observation et observa la dernière reddition allemande. Pas un seul soldat canadien n'était mort dans cette opération. Pas un seul. La comparaison avec un assaut conventionnel lui serra la poitrine d'émotion. Les analystes militaires estimèrent plus tard qu'un assaut frontal aurait coûté 200 à 300 pertes canadiennes. Le coût réel fut de 400 livres d'explosifs et une digue percée. L'estuaire de l'Escaut était désormais ouvert à la navigation alliée. Dans les 72 heures, les premiers navires de ravitaillement atteignirent Anvers. 4000 tonnes de fournitures commencèrent à affluer chaque jour vers les armées alliées. La guerre continuerait pendant 7 mois encore, mais ce moment marqua un tournant. Et il avait été remporté non pas avec une puissance de feu supérieure, mais avec une réflexion supérieure. Morrison avait pensé comme un pêcheur, pas comme un soldat. Et cela fit toute la différence. L'inondation de la forteresse du major Richter changea la façon dont les Alliés combattirent pour le reste de la guerre. En une semaine, chaque unité du génie canadien demanda des copies des plans de Morrison. Il voulait connaître les mathématiques exactes, quelle quantité d'explosifs pour différentes épaisseurs de murs, comment calculer les flux de marée, comment chronométrer les détonations pour un effet maximal. Morrison s'assit dans une ferme pendant 3 jours d'affilée, rédigeant des rapports détaillés. Il dessina des diagrammes montrant le placement des charges dans les fissures des murs. Il expliqua comment lire les tables des marées et calculer les volumes d'eau. Il rédigea des instructions sur l'imperméabilisation des explosifs et la construction de minuteries fiables. Chaque page fut copiée et distribuée aux unités du génie allié à travers l'Europe. En décembre 1944, des commandos britanniques utilisèrent une technique d'inondation similaire contre des bunkers allemands sur la côte française. Ils percèrent une digue de rivière à marée basse et inondèrent 3 positions ennemies simultanément. Les Allemands se rendirent sans tirer un coup de feu. En janvier 1945, des ingénieurs soviétiques en Pologne utilisèrent l'inondation contrôlée de rivières pour forcer les Allemands à sortir de villes fortifiées le long de la Vistule. La tactique se répandit parce qu'elle fonctionnait et parce qu'elle sauvait des vies des 2 côtés. Les planificateurs militaires commencèrent à enseigner la guerre environnementale dans les écoles d'ingénieurs. Utilisez le terrain, utilisez la météo, utilisez l'eau. Ne combattez pas la nature, faites combattre la nature pour vous.
Le lieutenant-général Simons promut Morrison au rang de lieutenant-colonel. 2 semaines après l'opération de Breskens, Morrison prit le commandement d'une brigade entière du génie canadien. Il les mena à travers les Pays-Bas et en Allemagne pendant les derniers mois de la guerre. Ces ingénieurs construisirent des ponts sous le feu, ils déminèrent des champs de mines. Ils utilisèrent des explosifs pour percer des murs défensifs. La réputation de Morrison grandit. D'autres officiers l'appelaient le pêcheur parce qu'il trouvait toujours des moyens d'utiliser l'eau et le terrain pour résoudre des problèmes que les balles ne pouvaient résoudre. Quand la guerre se termina en mai 1945, Morrison avait reçu l'ordre du service distingué et était mentionné dans les dépêches 3 fois. Il avait 30 ans et était fatigué jusqu'aux os. Morrison retourna à Terre-Neuve en août 1946. Il descendit du navire sur des quais familiers et respira l'air salé qui sentait comme chez lui. La guerre semblait déjà un rêve qui s'estompait. Morrison retourna à la pêche pendant 2 ans, mais l'océan avait changé pour lui. Il avait trop vu, trop utilisé. L'eau ne semblait plus paisible. En 1948, il devint capitaine de port pour son port d'origine. Il gérait le trafic des bateaux, les horaires des marées et les réparations. Il lança également une petite compagnie de flotte de pêche. En 1960, il possédait 12 bateaux et employait 40 hommes. Morrison ne parlait jamais de la guerre à moins que quelqu'un ne le demande directement. Même alors, ses réponses étaient brèves. Ce qu'il avait fait pendant la guerre était privé. Les souvenirs lui appartenaient ainsi qu'aux hommes qui avaient été là. Morrison vécut tranquillement pendant 43 ans après la fin de la guerre. Il se maria en 1949, eut 3 enfants, les regarda grandir et avoir leurs propres enfants. Il mourut en 1989 à l'âge de 74 ans d'une crise cardiaque alors qu'il travaillait sur son bateau. Les habitants de Terre-Neuve se souvinrent de lui comme d'un bon capitaine de port et d'un homme d'affaires équitable. En 1991, le gouvernement provincial nomma un nouveau pont en son honneur. Le pont Morrison reliait le continent à une petite île de pêcheurs. La plupart des gens qui traversaient ce pont ne savaient jamais pourquoi il portait ce nom. Ils ne savaient rien de la forteresse, de la digue ou des 180 Allemands qui s'étaient rendus à l'eau de mer. Le major Klaus Richter passa près de 2 ans comme prisonnier de guerre dans un camp canadien. Les Canadiens le traitèrent bien. Il avait un lit, de la nourriture et des soins médicaux. En juin 1946, Richter retourna en Allemagne et trouva sa ville natale de Hambourg détruite par les bombardements alliés. 70% de la ville était en ruine. Sa maison familiale avait disparu. Sa femme était morte dans les bombardements. Ses enfants avaient été envoyés vivre avec des parents à la campagne. Richter avait 46 ans et son monde entier avait été effacé. Le nouveau gouvernement allemand n'autorisait pas les anciens officiers de la Wehrmacht à servir dans quelque capacité militaire que ce soit. Richter devint instituteur à la place. Il enseigna l'histoire et la géographie à des enfants qui avaient grandi pendant la guerre. Il ne parla jamais de son service militaire. Mais en 1962, à l'âge de 62 ans, Richter écrivit un mémoire intitulé « Forteresse d'eau ». Le livre décrivait son expérience à Breskens. Il écrivit sur le moment où il réalisa que les Canadiens inondaient sa position. Il écrivit sur la peur de se noyer dans sa propre forteresse. Il écrivit sur la honte de la reddition et le soulagement de la survie. Le dernier chapitre du livre reconnaissait la tactique de Morrison comme militairement brillante et moralement saine. Richter écrivit que Morrison l'avait vaincu sans massacre. Cette distinction comptait. En 1978, Richter voyagea à Terre-Neuve. Il avait 78 ans et voulait rencontrer l'homme qui l'avait inondé 34 ans plus tôt. Richter trouva Morrison travaillant sur un bateau de pêche dans le port. Les 2 hommes se regardèrent longuement. Puis Morrison invita Richter à bord de son bateau. Ils passèrent l'après-midi sur l'eau, ne disant pas grand-chose. Ils observèrent les marées monter et descendre. Ils sentirent le vent et humèrent l'air salé. Quand ils retournèrent à terre, Richter serra la main de Morrison et dit quelque chose que Morrison n'oublia jamais. « Vous compreniez l'océan mieux que je ne comprenais le béton. » Morrison sourit et répondit que le béton n'était que du béton, mais que l'océan était vivant. Ils se séparèrent comme des vieillards qui avaient autrefois été ennemis et n'étaient désormais que 2 personnes qui comprenaient la mer. Richter mourut 3 ans plus tard, en 1981, à l'âge de 81 ans. Les leçons de l'opération d'inondation de Breskens se répandirent bien au-delà des cercles militaires. L'histoire enseigna 3 vérités importantes sur la résolution de problèmes impossibles. Premièrement, utilisez votre environnement comme allié plutôt que comme obstacle. Morrison ne voyait pas l'océan comme quelque chose sur son chemin.
Ils le voyaient comme une arme plus puissante que n'importe quel fusil. Les soldats professionnels pensaient comme des soldats. Morrison pensait comme un pêcheur. Cette perspective différente changea tout. Deuxièmement, gagner sans tuer reste une victoire. Morrison sauva des vies canadiennes en ne les envoyant pas mourir dans des assauts frontaux. Il sauva également des vies allemandes en leur donnant le choix de se rendre plutôt que de combattre jusqu'à la mort. 180 soldats allemands rentrèrent chez eux après la guerre parce que Morrison choisit l'eau plutôt que les balles. Troisièmement, remettre en question l'autorité peut sauver des vies. L'amiral britannique voulait plus de bombardements. Le général américain voulait plus de charges d'infanterie. Morrison se demanda si leur méthode était la seule. Sa volonté de remettre en question la pensée conventionnelle conduisit à une percée qui sauva des centaines de vies. Les armées modernes étudient encore l'opération de Morrison dans les écoles d'ingénieurs et les collèges d'état-major. Les principes qu'il démontra restent pertinents. Pendant les conflits en Irak et en Afghanistan, les forces de la coalition utilisèrent l'inondation contrôlée pour forcer les ennemis à sortir de positions fortifiées. Dans les combats urbains, les ingénieurs redirigent l'eau des tuyaux et canaux endommagés pour inonder les bunkers souterrains. La technologie a progressé, mais l'idée de base reste la même. Utiliser l'environnement, utiliser la physique, utiliser la puissance de la nature au lieu de lutter contre elle. Dans la guerre actuelle en Ukraine, les deux camps utilisent le contrôle des barrages et l'inondation des rivières comme armes tactiques. Chaque fois que des ingénieurs militaires percent un barrage ou redirigent une rivière, ils utilisent des tactiques qui remontent à un pêcheur de Terre-Neuve debout sous la pluie néerlandaise, fixant des tables de marée. Morrison n'accorda qu'une seule interview sur l'opération de Breskens. En 1987, 2 ans avant sa mort, un historien militaire lui rendit visite à Terre-Neuve. Morrison avait 72 ans. L'historien lui demanda d'expliquer sa réflexion. Morrison s'assit sur son port, surplombant le port, et parla lentement. « J'étais pêcheur avant d'être soldat, dit-il. Les pêcheurs apprennent tôt qu'on ne combat pas l'océan. L'océan est trop grand et trop fort. On apprend à travailler avec sa puissance à la place. On utilise les marées, on utilise les courants. On laisse l'eau nous porter où nous voulons aller. La mer ne se soucie pas des guerres humaines. Elle bouge simplement selon la lune et le vent. Nous n'avons pas combattu les Allemands avec l'océan. Nous avons simplement demandé à l'océan de bouger au bon moment dans la bonne direction. Après cela, la gravité et la pression de l'eau ont fait tout le travail. Nous devions juste nous écarter et laisser la nature être la nature. » Cette compréhension capture le sens le plus profond de la réussite de Morrison. La réponse la plus humaine à la violence n'est pas toujours plus de violence. Parfois, la réponse est de comprendre des forces plus grandes que le conflit humain. L'eau, les marées et la gravité ne se soucient pas de politique, de nationalisme ou de doctrine militaire. Elles suivent simplement les lois naturelles. Morrison comprenait ces lois mieux qu'il ne comprenait les tactiques militaires, et cette connaissance sauva des vies des deux côtés d'une guerre terrible. La forteresse de Breskens tomba non pas parce que les Canadiens étaient plus forts ou plus braves que les Allemands. Elle tomba parce qu'un homme regarda un problème impossible et posa un type de question différent. Non pas comment percer le béton, mais comment rendre le béton non pertinent. La réponse était toujours là dans les tables de marée et la mer du Nord. Morrison devait juste voir.